passé quelque part, ça vous renvoie à quelque chose de vrai, ce que vous êtes véritablement, votre réelle identité, musicalement parlant. Absolument. Voilà. Mais non, c'est pas très loin de Bafia, c'est pas très loin du Mbam, hein, parce que quand on écoute là, on regarde les pas de danse. C'est le Mbam. C'est dans le Mbam. Voilà. Le Mbam et Inubu. Mbam et Inubu. On salue bien sûr tous ceux qui nous regardent à Bafia ce matin. On ira manger la viande de brousse. Vous nous inviterez. Si vous êtes d'accord. Il n'y a pas de souci. Il y a les femmes là-bas, hein. Mais c'est quoi le problème? Ok. Ben nous viendrons avec nos femmes. Ah, monsieur Wapi. Elle sait à qui elle passe le message qu'il y a les femmes là-bas. C'est plutôt ceux qui écoutent qui doivent comprendre pourquoi elle le dit. Voilà. Donc si jamais vous nous regardez à Kiki, par exemple, à Bafia, à Nituku. Voilà. Bon, vraiment bien de choses à vous là-bas. Et quand on dit Bafia, je crois également tu es dans Bafia, non? Je me trompe. Non, tu es dans le Bamekim. Ah d'accord, merci. Donc également en tu on nous regarde. Non, il faut saluer les Lemande Tchécos et les Omande. C'est toujours c'est là-bas. Les Lemande Tchécos et les Omande, c'est toute la zone là. C'est les Omande, les Lemande. Voilà, bien de choses à vous également qui nous regardent de ce côté. Pourquoi vous souriez en disant ça? Des souvenirs? Ben laissez Charlamel tranquille. Il a une... Nous irons voir nous-mêmes. Ça fait le goût. Il faut marcher. Voilà. Malheureusement, c'est pour des envolées politiques qu'on a divisé le Bamekim, c'est un seul peuple, les Djantis et les Sanagas. C'est des personnes vraiment... Vivement que culture et civilisation fassent un tour là-bas. L'accueil là-bas est des plus merveilleuses qui soient. Merci beaucoup. Je dis l'accueil. Oui, votre visage. Goro, Talba. D'accord. Je ne sais pas si le courant est arrivé en Goro. À l'époque, là, on l'espère bien. Hein. On l'espère bien. Allez, on va poursuivre bien évidemment l'édition de ce matin avec la question portée, vous le savez, sur ces deux centres de formation professionnelle sectorielle qui jusqu'à présent connaissent un problème d'imposition, d'implantation au Cameroun. Charles Amel l'a bien mentionné dans la colère que ceci a été financé par les fonds CD2 de l'Agence française de développement, mais qui aujourd'hui connaît encore des retards dans sa réalisation. Peut-être, on va dans un instant, Charles Amel, peut-être revenir sur la question de la continuité du service public au Cameroun. Qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'entre-temps, Issa Tiroma Bakari, qui est aux affaires aujourd'hui, ne choisissent pas de poursuivre cette initiative portée sous Zachary Pervet. Mais avant, Pamela Fomen, je veux savoir, est-ce qu'autour de vous, pour ceux que vous regardez très souvent dans des quartiers, nos petits frères, nos petites sœurs, il y a quand même très peu de filles qui font des formations professionnelles, hein, on les voit de moins en moins. Vous en connaissez véritablement, si ce n'est pas la couture? Oui, ça existe, non. Il y a autour de moi, peut-être même dans ma famille, il y a des personnes qui ont eu à faire la formation professionnelle. Oui, mais on trouve très souvent que dans les lycées et collèges, les ateliers sont très mal fournis. Le matériel même qu'elle a est vétuste en réalité. Est-ce que c'est de nature à encourager ces derniers qui ont choisi les orientations en matière de formation professionnelle d'aller de l'avant? Alors nous, on nous a toujours appris que théorie sans pratique est certainement vouée à l'échec. Donc si on arrive dans un lycée où il y a un manque de matériel, on se demande bien comment est-ce que les élèves vont apprendre. Je prends le cas du lycée de Douala-Bassa qui a été construit en 1979, pratiquement 43 ans, qui souffre véritablement d'un manque de matériel. Il y a des filières comme maçonnerie, il y a des filières comme menuiserie, il y a des filières comme foyer climatisation qui ont nécessairement besoin du matériel. On ne peut pas parler de ces filières sans toutefois toucher de quoi est-ce qu'il s'agit, sinon on n'est pas en train de faire la filière. Alors dans les lycées, il y a ce problème, c'est-à-dire que vous allez peut-être en atelier, il y a une personne, vous êtes un nombre peut-être de 10, je dis n'importe quoi, mais c'est une personne qui touche le matériel, les autres sont seulement là pour regarder parce qu'il n'y a pas assez de matériel. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas assez de matériel. Donc finalement, on va apprendre qu'un peut-être, il peut avoir deux appareils, on va séparer, c'est-à-dire que s'il y a un effectif de 40 personnes, on va dire 20 personnes vont aller de ce côté, 20 personnes vont aller de l'autre côté, mais finalement, combien de personnes vont apprendre ce travail? Mais même à côté de ça, quand même, il faut rappeler que il faut être en accord avec le temps, avec l'évolution justement de la technologie. Quand on a un matériel qui est là depuis 1970, Donald Bliskangan, 70 à 2022, il n'a pas été changé, n'a pas été renouvelé, hein, on se rend compte justement que
on fait tout pour vous maintenir dans ce qu'on appelle l'ancienne technologie quand même. Bon, on va tenter de justifier qu'il y a des TIC, des technologies de l'information et de la communication. Qui font quoi? Qui peuvent peut-être accompagner, mais la réalité c'est que il va falloir pratiquer ce qu'on est en train de dire à l'école. Alors, on ne pratique pas, on manque de la ressource humaine Le matériel de qualité. Je parle de la ressource humaine de qualité. C'est-à-dire quand vous sortez de là, que vous soyez bien formé. On a vu des enfants qui font des formations dans le secteur de l'automobile, mais n'ont jamais touché à un véhicule, mais tout le temps restent dans la théorie. Est-ce qu'il y a une possibilité justement, à votre avis, de rompre avec cette pratique-là? Il y a une possibilité? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour rompre avec les pratiques selon lesquelles on donne plus de théorie aux élèves que de la pratique? Oui, normalement, Michel, il y a une possibilité si le gouvernement s'implique, accompagne ces formations professionnelles, ça sera l'avantage des élèves qui font les filières. Ah, très bien. La professionnalisation des enseignements peut-être. C'est de ça dont vous parlez? Oui. De façon générale. De façon générale. Alors, de Charles Hamel, je parlais bien sûr de la continuité dans le service public. Comment comprenez-vous que sous Zakari Pérévet, il y a un projet comme celui-là et que sous Issa Chiruma Bakari, ce projet soit enterré? Vous vous rendez bien évidemment compte qu'il y a plein de personnes qui se retrouvent en prison pour des dossiers qu'ils n'ont jamais traités, des dossiers qui datent d'avant eux. Je prends le cas de Valmourke. Il y a plein de dossiers qui ont été engagés avant lui. Il est arrivé, il a procédé à la continuité en essayant de voir clair. C'est plutôt celui qui a été frappé. Bref, c'est ce qui est en train d'être dit. Aujourd'hui, ceux qui arrivent disent, je ne connais pas comment le dossier a commencé. Je ne connais pas comment ça s'est... on a eu le tripatouillage qu'il y a eu. Franchement, laissez-moi d'abord le temps de m'installer, le temps de voir clair. Entre-temps, il entre dans ces dossiers, les dossiers les plus brûlants, il gère. Donc, oublions le principe de continuité. S'il y avait un système de continuité, il y a plein de ministres qui ont engagé des projets de construction d'établissements scolaires, des établissements scolaires qui ne sont jamais finis et qui ont été achevés plutôt par d'autres ministres et par les élites parfois et les comités de développement. Donc, ici au Cameroun, il n'y a pas la continuité du service. Le service ne commence qu'avec celui qu'on nomme et s'arrête à la fin de sa nomination ou lorsqu'on l'enlève. Vous savez, quand les gars du JICAM, le patronat camerounais a pensé à cette affaire de centre de formation professionnelle sectorielle, ils sont partis du principe que la compétence ou les pépites qu'on mettait sur le marché ne répondaient pas à leurs besoins. Vous allez dans le domaine de l'imprimerie, aujourd'hui on utilise des machines que les gars qui sont allés à l'école n'en maîtrisent même pas. Les gars qui font entretien, maintenance du matériel ne maîtrisent même pas. Vous avez des gars qui sortent du lycée de Yavassi qui ont fait une formation sur la Renault 2. Ils arrivent ici alors qu'on est passé de la voiture électronique à la voiture électrique. Dans le système d'enseignement des cours. On est dans les voitures hybrides aussi aujourd'hui. Non, l'hybride n'est même pas encore trop arrivé au Cameroun. Je prends un peu ce qui est déjà. Ouais. Vous avez des gars qui sortent de l'école, dans le lycée technique, où les programmes ne se sont pas éloignés des programmes de 1900. Ouais. On est encore dans cette logique où vous voyez les gars qui marchent avec les thés. Ils tiennent les thés là avec les équerres, vous les voyez. On est déjà passé à autre chose, le monde a déjà passé à autre chose, mais on est resté sur le même système, les mêmes enseignements. Avec les centres de formation professionnelle sectorielle, on va vous dire, nous utilisons la confection du COSAM. Par exemple, des yaourts à échelle, tel type de machine et tout, on vous prédispose à cela. Et c'est dans cette masse, c'est dans cette pépite que les différentes entreprises de JICAM vont aller puiser la main d'œuvre dont elle a besoin, parce que la main d'œuvre qui lui est servie sur le marché, elle est obligée de la récupérer, de la former. Ça lui paie un temps énorme, ça paie un temps énorme au patronat. Absolument. On a besoin d'avoir des personnes update à temps et en heure. Oh, le projet est loin. Très loin, je vous dis, là c'est écrit, c'est magnifique. Il faut concrétiser. C'est la raison pour laquelle c'est le JICAM qui devait porter. On devait savoir, voilà, nous avons une usine de transformation de patates, d'huile d'olive qui est en train d'arriver au Cameroun. Il faudrait que les prochains gars que nous les formons dans la transformation, l'utilisation des conservateurs, la gestion de ceci, la gestion de cela, dans ces centres de formation professionnelle sectorielle. On impose, dès que le gars sort de là, il est prêt à manger, à être mangé. Il est prêt à donner la compétence. On le récupère, on le positionne. Produit fini. Alors,
S'il faudrait qu'on ait des personnes, regardez que dans toute l'administration, restons dans l'administration médicale, vous avez des appareils jusqu'au jour d'aujourd'hui que pour dépanner, il faut que l'expert vienne de l'Europe. Ouais. Il faut qu'on déplace de l'Europe qu'on déplace. Si on avait des centres de formation professionnelle sectorielle où on disait qu'ici on ne va former que des gars au vu des machines qui sont entrées au Cameroun, parce que la douane a fait des rapports, on a des rapports, c'est quel type de machines sont entrées, on forme des gars update. La cantine avait pu souffrir. L'hôpital de Daïdo a pu souffrir. L'hôpital général a pu souffrir parce qu'on connaît le type de matériel qu'on a amené. Voilà ce qu'on appelle des formations sectorielles pour des besoins clés et imminents. Mais au Cameroun, non. On dit on va, je vais, ça a été, vous savez que, comme ça avait commencé, tel est allé à gauche, tel est allé à droite, vous vous retrouvez à être plombé. Or, ce projet, je vous assure, le GICAM, qui est constamment à la recherche, même l'État du Cameroun au travers de ces projets, et à la recherche d'une main-d'œuvre update, n'aurait pas besoin de ça. On aurait moins de Camerounais qui allaient fuir pour aller faire des formations à Bordeaux, aller faire des formations, je ne sais pas moi, au Nebraska, et se retrouver à rester au lieu de rentrer au Cameroun. On aurait formé des bons gars qui devaient être dans les zones industrielles. On devait les orienter dans différentes zones industrielles, dans les zones où on fait l'agroalimentaire, dans les entreprises, parce qu'on leur a formé véritablement ces pépites. Et le GICAM prenait donc sur lui de mettre toutes ses compétences à travers ses cadres, à travers d'autres personnes qu'on aurait fait venir, d'ailleurs des expériences étrangères, pour permettre à ces jeunes pépites d'être compétitives par rapport à ce qu'il y a. Vous allez dans des usines, vous vous rendez compte que le monsieur qui vient investir au Cameroun ne vient pas investir avec des machines de 1930. Il vient investir avec des machines de 2000, des machines de 2010, des machines de 2016. Qui va dépanner ces machines? S'il faudrait encore qu'il se retrouve, lui aujourd'hui, non seulement être asphyxié par le fisc, qu'il se retrouve aujourd'hui encore faire venir quelqu'un de l'Australie pour venir dépanner cette machine qu'il a achetée. Vous vous rendez compte que ça devient très compliqué, ouais. Raison pour laquelle le GICAM perd tant les mains en disant nous vous avons demandé et nous on se retrouve aujourd'hui encore appelé. Une virgule de la brise. La clé de voûte de cette affaire, c'est la volonté politique. On ne cessera de le dire. On le dit encore. Charles Hamel parlait tout à l'heure du lycée agricole Yabassi. Il a fait une virgule là-dessus. J'ai été au lycée agricole Yabassi. Je rappelle que c'est un lycée qui a été créé en 2016, qui fonctionne depuis 2017. Et il n'y en a que 3 comme ça au Cameroun. Il y en a un à Yabassi, donc. L'autre est dans la région du Nord et puis un autre dans l'extrême Nord, je crois. Il y a 3 en tout cas comme ça au Cameroun qui sont en fait des lycées pilotes que l'État a lancé. D'ailleurs, celui de Yabassi financé entièrement par la Chine. Aujourd'hui, d'abord, très peu de Camerounais, très peu de jeunes connaissent l'existence de ce lycée, donc il y a un problème de visibilité. Ensuite, de personnel et parfois de ressources au plan technique. Pourquoi? Parce que l'État semble avoir créé ça pour montrer qu'il travaille, alors qu'en fait, c'est une sorte de gadget. Il n'y a pas de contenu. Le personnel n'y est pas. La liaison qui aurait pu s'établir entre ce type d'établissement professionnel et le monde des entreprises, cette liaison-là n'est pas assurée. Merci. Deuxième chose, il y a aussi une question, on insiste là-dessus, de vision économique, parce que nous dépensons aujourd'hui 100 milliards de francs CFA, à peu près en moyenne chaque année pour importer le riz, par exemple. L'État peut décider, nous lançons une filière dans la riziculture, nous formons des gens dans la riziculture. Les centres dont nous parlons avec un volet maintenance industrielle. C'est-à-dire que les machines des grandes entreprises ne devraient plus être dépannées par une main-d'œuvre qui est importée. Donc, c'est une question de vision économique. Si l'État souhaite effectivement réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, créer des richesses, l'État n'a qu'à créer ces conditions-là. Et ça peut se créer. Il suffit simplement d'avoir cette volonté politique et mettre en place des conditions. Des pays comme le Japon ont d'ailleurs pris des mesures de protectionnisme, c'est-à-dire qu'on choisit par exemple de limiter les importations pour booster la production locale, mais aussi de favoriser la main-d'œuvre locale, en la mettant évidemment à niveau pour prévoir les projections économiques. Mais il faut de la vision, c'est la base. Merci bien, Donald Brice Kamgan, DBK, comme on vous appelle avec beaucoup de fierté. Allez, on va prendre les messages, Pamela. J'espère que vos yeux vont justement nous permettre de lire ce que nous disent nos téléspectateurs sur tout ce qui a été dit. Essayons, je vous en prie. Alors, moi, je pense que ce garçon n'a jamais pris la relation au sérieux. Voilà pourquoi il a amené ses cousines voir la famille de la fille. Et pour cela, on comprend tout.
Moi, j'ai fait l'enfant avec un monsieur, j'ai accouché chez lui depuis que je suis retournée chez mes parents. Il n'a jamais mis ses pieds chez nous pour voir l'enfant. Augustine depuis Poma. Allez. Je pense que ces deux jeunes n'étaient pas à la disposition d'une relation sérieuse parce que le gars en question n'a pas présenté sa petite amie à ses parents. Il vient le faire juste au moment où l'enfant est arrivé. Pareil que la fille. La solution serait de mettre un point à cette relation et fixer les bases uniquement pour l'enfant parce qu'une relation dans les deux familles s'oppose. Cela signifie que même si les deux jeunes se mettent ensemble, ils ne connaîtront jamais le bonheur. C'est Prisca depuis Awa Escalier. Il n'y a pas de dialogue entre les deux. Le fil du dialogue est interrompu. Il n'y a jamais eu de dialogue entre les deux. C'est une relation clandestine, il faut la régulariser, c'est tout. Il faut faire parler les deux familles. C'est la clé de voûte. La question est de savoir ce que le gars a fait durant la période de la grossesse de la fille. Quand il a appris qu'elle était enceinte, il devait en parler à ses parents et prendre certaines dispositions pour aller voir la famille de la fille. Ce n'est pas quand la fille accouche qu'il décide d'aller voir l'enfant en disant que c'est lui le géniteur. C'est pour dire qu'il ne s'occupait pas d'elle quand elle était enceinte, genre la layette, visite médicale et autres. Au lieu de plaider pour les employés et sa structure ministérielle, retrouve enfin le sourire. Madame la ministre Nalova se permet de pondre des menaces. Pour une fois, elle ne peut pas bien faire les choses. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Je suis d'accord avec vous parce que la réaction du père est normale vu qu'il n'a pas impliqué ses parents lors du déroulement de la grossesse. Autant de choses. Et c'est un manque de respect. Nous sommes tous bantous, Chris depuis village. Je pense qu'il faut tout simplement accepter le fait du côté de la fille, éviter trop d'animation au-dessus de sa tête, s'appuyer sur le gars avec un mécanisme positif pouvant résoudre le problème en lui donnant aussi une bonne leçon de vie. Merci beaucoup. Ce garçon n'a pas véritablement aimé cette fille, sinon il aurait présenté au départ. Au départ, il faut bien se rappeler que c'était un petit jeu, jeu, c'était les jeux entre les deux. On est quand même à 5 mois. Ben, il y a des gens, des garçons qui vous diront je n'ai pas à prendre sur moi et à présenter n'importe quel de mes parents comme Bien ça. sûr. Il faut au moins que je sois sûr. Mais entre-temps, 5 mois, il y a eu une grossesse. Parce qu'ils ne se sont pas protégés. Voilà. Oui, c'est mon obsession. Oui, c'est avant normal. que la relation ne devienne très faut... sérieuse, Ouais. on se protège d'abord. Ouais. Lorsqu'on on passe à l'autre étape où on fait le full contact, ça veut dire que c'est devenu sérieux et qu'il y a des choses qui ont été faites en amont. Ça peut être sérieux, C'est vrai c'est qu'on bien. peut avoir tous certainement fait cette erreur de se retrouver comme ça une fois, mais il faut éviter de le faire parce Ça que peut vous être pouvez sérieux en choper une tous semaine, les une mêmes ou deux semaines de mon côté. Vous n'y croyez pas? Quoi? Une relation ne peut pas se coudre de fil à aiguille En une semaine. avec deux personnes qui sont sérieuses. En une semaine. Oui. Et vous faites le full contact. Non, je pose la question. Est-ce que Vous m'avez fait elle est peur. terrible en fait? Non, pas une semaine. Elle tient. C'est la tête de Non, Brett qui non. m'a été Non. Hein? Non, pas une semaine. C'est-à-dire que vous vous rencontrez, vous aimez Une semaine, on follement, échange vous dites encore des le choses contact. réelles, Vous vous ne vous aimez- mentez pas. Vous aimez follement. Ouais, par exemple. Le coup En de foot une n'existait semaine. pas? Oh, bon. Elle rit avec ses dents. Dis Les alors. blessures de guerre que j'ai réussi Non, pas une D'accord, des messages encore Pamela Faubin. Non. Qu'ils continuent avec leur bonheur, le temps va leur donner raison. La maman qui doute de leur relation va revenir à la raison, surtout qu'on a mis le nom sur elle, son bombo. C'est ça que j'aime avec les Camerounais. Continuez votre bonheur, ils vont revenir à de meilleurs sentiments. Ce monsieur n'a pas du tout raison d'avoir surnommé sur sa mère quand elle ne connaît même pas la fille. Que cette maman soit un peu indulgente, qu'elle pardonne et accepte l'enfant de son fils. D'accord.
Merci infiniment Pamela Fombel, merci à vous mesdames et messieurs de nous rester présents sur cette antenne. Dans un instant, on va rentrer dans la revue des réseaux sociaux, mais surtout avant cette revue des réseaux sociaux, je voudrais quand même souligner ici qu'il y a une actualité qui a tourné longuement sur les réseaux sociaux. Charles Amel Bachou, Donald Buskangan, ne me démentirez pas, c'est la réaction du Quai d'Orsay de RFI France 24 après avoir mis ces chaînes hors du Mali qui disent qu'ils feront tout pour informer les Maliens. Je ne sais pas si vous comprenez le sens d'une telle sortie. Et d'ailleurs, ça fait le tour sur la toile. RFI et France 24 ont été mis de côté au Mali par les autorités maliennes aujourd'hui. D'ailleurs, en entendant encore, on lit des documents qui sont portés à l'attention du peuple malien et bien évidemment des Africains. Est-ce que vous comprenez le fait que RFI et France 24 sont tête à dire qu'on fera tout pour informer les Maliens? Plusieurs médias a vocation à arroser le maximum d'audience possible. RFI a des plateformes en ligne, des applications qui permettent aux auditeurs d'être suivis malgré cette suspension finalement qui est définitive. C'est ce qu'a annoncé la rédaction de RFI. Je ne peux pas être contre un média qui souhaite étendre son audience. Maintenant, évidemment, il y a un juste milieu à trouver entre la liberté de presse et la nécessité effectivement d'assurer la stabilité et la cohésion sociale dans un pays. Dans un pays. Oui. Je pense que les autorités maliennes ont donné assez de détails sur les récriminations qui sont faites à nos confrères. Évidemment, qui annoncent également qu'ils vont porter l'affaire devant la justice à la fois malienne et en France, on attend bien de voir. Mais c'est une décision qui s'inscrit dans une logique très claire du Mali, c'est de se faire respecter aux yeux de la France. C'est très important. Je pense que ça vaut plus que tous les actes et tous les propos, tous les discours panafricanistes qu'on entend ça et là. Dire qu'on portera l'affaire devant la justice à la messe, je vous entends ma sourire. position, qu'il parte d'abord, qu'il laisse les histoires qu'il raconte là, qu'il parte d'abord. On a quand même... C'est déjà ma position là-dessus. Quand vous parcourez ce que la haute cour, je crois que c'est la haute administration de la communication. La haute autorité de la communication. Haute autorité, voilà, quand vous parcourez, c'est clair. On vous dit pour le moment, on ne vous veut pas. Vous forcez quoi? Vous forcez quoi? On a commencé d'abord à dire à votre ambassadeur, normalement vous devez même plus être là. Quand on dit à votre ambassadeur, partez. Il devait partir avec tout ce qu'il va. Il devait partir avec tout ça. Est-ce que c'est pas cette façon de faire là qui démontre la suffisance? J'entendais encore Chodel Maïga hier sur une antenne privée qui parlait bien évidemment du sentiment anti-français dont on dit qui est très présent en Afrique. À vous d'entendre le faire, est-ce que c'est pas la preuve que la France, je vous prends juste un élément des plus, comment je veux dire, minable. Lorsque l'opération Barkhane entrait au Mali pour chasser les djihadistes occupaient 20% du territoire. Après 5 ou 6 années, les gars étaient à presque 80%. Ils sont venus chasser qui? C'est ça, monsieur Lucien Gatou. Nous ne nous voilons plus les yeux. Plein d'images ont défilé, on voyait les gens récupérer les... Comment vous appelez ça? Vous appelez ça quoi? Les tonnes d'or, on voyait comment les lingots d'or et tout ça sortait. Mais on a vu, c'était des choses que les gens voyaient. C'est l'État aujourd'hui, le peuple malien dit, laissez-nous d'abord nous organiser, laissez-nous réfléchir sur nos problèmes, laissez-nous combattre nos djihadistes, laissez-nous analyser. Dans un premier temps, on s'est rendu compte, vous vous rappelez la guerre en Irak, comment tout ce qui a été fait en termes de communication. Votre communication semble être un peu nocive pour nous autres, peut appeler même à la révolution, à l'incitation, au trouble et tout. Laissez-nous d'abord. Merci. Vous avez déjà fait, on a vu. Laissez-nous d'abord. Réfléchissez, vous pourrez revenir, mais pour le moment, vous êtes définitivement suspendu. Ça prend le temps que ça prendra. Voilà. Heureusement que dans les diplomaties, justement, je parlais encore du Premier ministre malien, Chodel Maïga, qui faisait savoir qu'il y a de belles relations qui existent encore entre le Mali et la France, d'autant plus qu'il y a pas mal de Maliens, qui est une des plus fortes communautés africaines présentes, bien sûr, en France aujourd'hui. Il faut dire que, voilà, il y a des relations entre les deux pays, mais pour le moment, en ce qui concerne, justement, l'avenir du pays, voilà, il y a un gouvernement de transition qui réfléchit à donner une voie, une issue favorable. On va pas se il ne faut pas être surpris. France 24 et RFI sont les instruments de la politique
étrangères de la France, puisque les deux médias sont logés d'ailleurs au ministère, dépendent du ministère des Affaires étrangères de la France, donc il ne faut pas être surpris. Ces médias tiennent un discours qui est, j'allais dire, concocté au laboratoire par la France. Merci infiniment, Donald. La revue des réseaux sociaux, chère dame, où nous conduisez-vous ce matin? Alors, pour la revue des réseaux sociaux, ce matin, on commence en éducation. La ministre de l'enseignement secondaire fait planer des menaces contre les enseignants grévistes du mouvement On a trop supporté OTS. C'est dans une correspondance rendue publique le 28 avril 2022 que la ministre de l'enseignement secondaire, Pauline Nalova-Yonga, s'est adressée aux fonctionnaires de l'enseignement secondaire du Cameroun. Elle dit avoir reçu des instructions venant du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion-Ngouté, pour prendre toutes les mesures disciplinaires que la situation impose en liaison avec les départements concernés. Elle invite par la même occasion toutes les chefs d'établissements scolaires et autres supérieurs hiérarchiques de servir systématiquement des demandes d'explication au personnel indiscipliné. On aimerait savoir si c'est un coup de gueule adressé aux enseignants qui revendiquent depuis quelques mois au Cameroun les meilleures conditions de vie. Quand on sait bien sûr que ces derniers jours également, ces mêmes enseignants se remontent au créneau avec un autre mouvement de colère qu'ils veulent exprimer parce qu'ils estiment jusqu'à présent que les promesses qui avaient été faites il y a quelques mois ne sont toujours pas respectées. Eh bien, comment comprendre la sortie de la ministre des enseignements secondaires par Pauline Nalova-Yonga aujourd'hui? Je le disais, ça fait débat sur la toile de Nick Audrey. Très rapidement, quel commentaire? On ne peut que lui adresser des félicitations Okay. à la dame qui estime qu'on doit donner des demandes d'explication à un enseignant qui n'a pas pu arriver au travail parce qu'il n'a pas d'argent. Il n'a pas eu l'argent de transport pour arriver. Félicitations à elle parce qu'on doit adresser une demande d'explication à un enseignant qui estime qu'il n'est pas dans les aptitudes, qui n'a pas l'aptitude, la capacité de faire normalement son travail parce qu'il y a des manques que son gouvernement à elle devrait combler pour qu'il puisse bien exercer ses fonctions. On ne peut que la féliciter. Je crois que jusqu'ici, elle était quasiment restée silencieuse à toutes les revendications de ces enseignants-là. Elle n'a jamais rien dit. Et aujourd'hui, elle nous dit que c'est le Premier ministre qui lui demande de dire. Donc, ça veut dire que M. Dion-Ngouté va à son tour faire un communiqué où il va nous dire « J'ai instruit Madame des enseignements secondaires de demander à vos supérieurs de vous donner des demandes d'explications parce que votre devoir, c'est la réserve. Vous ne devez pas dire ce que vous subissez, même si vous avez quoi. Vous devez faire votre travail, même si vous habitez dans n'importe quel quartier et que vous n'avez pas la possibilité d'arriver au travail, venez quand même, taisez-vous. Même si on vous fait mal comment, mettez-la en veilleuse et venez tout de même. Ça, c'est un problème. C'est un sérieux problème. Ce genre de communication ne pourrait que amplifier la situation. Ce genre de discours, ce genre de communiqué va simplement réussir à radicaliser les personnes qui sont déjà en colère. On a en face des gens qui ont décidé de lever le mot d'ordre de grève pendant un temps. Ça veut dire qu'ils sont susceptibles de le faire également si et seulement si en face, on a des personnes de bonne foi qui peuvent véritablement dialoguer. L'attitude n'est pas une provocation. Ça en est une. On peut pas... Moi, je lis du mépris, de la condescendance, de la supériorité. Qu'ils fassent ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est leur problème. Envoyez-nous juste les noms et on va faire ce qu'on va faire avec eux. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent là-bas, faites des demandes d'explication et faites-nous parvenir leurs réponses. On va les traiter, on va les soigner, on va les masser. C'est simplement ce qu'on voit. À aucun moment, on ne voit de la conciliation. À aucun moment, il y a une brèche ouverte pour dire aux enseignants « Venez, on va encore essayer de discuter. Venez, on va essayer de trouver un consensus pour que vous puissiez effectivement reprendre. » Moi, la seule inquiétude que j'ai, c'est que dans quelques temps, on va devoir être rendu aux examens de fête de fin d'année. Comment est-ce qu'on va faire? Très bien. Incapable de résoudre des soucis en menace, c'est ça, de Nabus Kamgan? Retenez ceci, le renouveau a deux langages. Un, la corruption, deux, la violence. Quand le premier langage ne passe pas, on met en branle le deuxième. Vous savez pourquoi les deux n'ont pas marché avec les enseignants? Non. Parce que la grève était très intelligente. Les leaders n'ont pas pu être corrompus, c'est-à-dire on aurait pu les appeler au ministère et dire bon les gars, voilà 1 million pour chacun d'entre vous.
il faut étouffer cette affaire. Ils ont été intègres jusqu'au bout. C'est pour ça qu'ils n'ont pas cédé. Ensuite, la répression n'a pas marché parce que l'organisation, la configuration de la grève était telle que il était difficile d'envoyer la police quand même dans les campus, contraindre un enseignant qui est assis dans la salle de classe qui ne fait pas cours, de lui dire allez prends la crève, vas-y. Donc les deux moyens de contrainte dont le renouveau a l'habitude, l'usage, n'ont pas marché cette fois-ci. Et le renouveau revient là justement à sa nature réelle, la répression. Et moi, cette ministre, elle me fait pitié parce que chaque jour, elle endosse un peu plus des tâches supplémentaires sur sa conscience. Mais non, le Premier ministre est évoqué. Dit-elle, c'est sous instruction du Premier ministre. Donc c'est Dion Ngouté qui se met à dos désormais les enseignants. Est-ce que c'est dédouane, au moins? Oui, c'est une façon aussi de dédouaner, mais ça dans le fond, ça ne change rien à ce que c'est elle qui endosse la responsabilité de ce qui se passe là. Très bien. Elle est quand même celle sous qui la fraude a été à nouveau mise à découvert au ministère de l'enseignement secondaire. C'est elle qui a quand même permis à la police d'entrer au campus de l'université de Boyaï il y a quelques années, violenter, tabasser, y compris jusqu'aux jeunes étudiants qui ne demandaient qu'à faire cours dans un contexte déjà incandescent de la crise anglophone. Merci. Je pense qu'elle doit pouvoir se ressaisir. Autre fait Pamela, autre sujet. Autre sujet, ce matin, on va parler de l'annulation des activités officielles liées à la célébration de la fête du 1er mai qui fait débat. Au regard de la pandémie à coronavirus qui s'est vue au Cameroun depuis plusieurs années, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale et le ministre de la Santé publique ont décidé dans 2 communiqués respectivement datés du 27 et du 28 avril 2022 qu'on pourrait retourner à un éventuel confinement strict, voire la fermeture des frontières pour éviter cette nouvelle pandémie. Une probable annulation des fêtes du 1er et 20 mai sur le territoire national et propose également des activités d'information et de sensibilisation en liaison avec le thème officiel de la 136e édition de la fête du travail au Cameroun. Voilà. Ça fait bien sûr débat aussi à Charles Amel Mathieu sur la toile aujourd'hui. Beaucoup de Camerounais y voient rapidement, on va dire, le prétexte pour annuler aussi le 20 mai à venir. Vous comprenez justement? Monsieur Michel Ngati, vous savez, je n'aime pas les tournures que le gouvernement emploie, ça me met un peu hors de moi. On a tout un ministre qui à l'Assemblée nationale a dit aux députés qu'on a fait 1 semaine sans avoir un seul cas. Ce qui suppose que les Camerounais ont traversé, n'est-ce pas, l'ensemble en termes des mesures, le respect. On évite tout pour pouvoir réussir à faire 1 seule semaine sans avoir un seul cas. Ça suppose que pour faire ce type de déclaration, on a été à 2, 3, 4 semaines avant de dire vraiment on a 1 semaine totale. Quelques jours juste après qu'il ait dit qu'on a fait 1 semaine, on a le SGPR qui dit le mal persiste. Il y a tout le mal payé, le PCR, payé à 30 000. Est-ce qu'il est alors le ministre de la Santé? Monsieur Ngati, est-ce que le SGPR, ministre d'État, peut se lever aussi dire quelque chose sans avoir si ça part de source? Il est encore quand même président d'une task force. Covid, n'entre pas dans les choses là. Il y a encore le Covid qui persiste dehors. Vous voyez, de fil en aiguille, nous avons le ministre qui vient dire que, pas souci on ne va pas fêter. Oui, nous sommes d'accord qu'on ne célèbre pas. On célèbre d'abord quoi? On célèbre d'abord quoi? Quel travailleur contact? Tous les travailleurs sont des hommes frustrés par leurs épouses à la maison. Oui, tous les travailleurs sont des personnes frustrées par leurs épouses. Vous allez manger quoi chez vous? Vous mangez quoi chez vous? Tout a augmenté. Mais en entreprise, on ne parle pas de hausse de salaire. On ne parle pas de hausse de salaire. Tout a augmenté. Vous ne parvenez pas à respirer. Eau, énergie, tomates, viande, poisson. Chez vous, vous mangez quoi? On vous demande de fêter. Vous fêtez quoi? Vous dormez où? Vous dormez où? L'argent là sera versé où? Cet argent sera versé dans quel compte?
Depuis 3 ans qu'on ne célèbre pas. On vous a jamais dit que l'argent qui était réservé pour la célébration a été... Je vous ai parlé tout à l'heure ici, on a géré cela, oui. Ne fait-on pas? Pour moi, je vous donne mon avis. Cette fête est une fête inutile. Voilà. Dans le contexte camerounais, c'est une fête inutile. Merci. Vous comprenez bien sûr cette sortie de mon côté du ministre du Travail. Pour vous, c'est une sortie qui tient lieu d'être... On vous prépare bien sûr au 20 mai ou bien, comme certains le pensent. Vous vous attendiez à ce qu'on vous dise que non, cette année il y aura un défilé, vous allez pouvoir parader, Non, c'était prévisible. Ceux qui s'attendaient à ça, véritablement, sorry, vous allez vous retrouver dans vos entreprises respectives, vous allez faire ce que vous allez faire, mais l'autre haut niveau là, n'attendez pas ça. Et j'ai parlé également avec quelqu'un qui a dit la même chose. C'est la suite logique. On vous dit d'abord que non, faites le test. Si on augmente le prix du test, ça veut dire qu'il y a certainement des cas qui ont été recensés, contrairement à ce que le ministre de la Santé a annoncé. Donc, si on a dans la résurgence des cas qui a fait qu'on augmente le prix du test, ça veut dire qu'il y a des risques de contamination accrus si on se retrouve à célébrer le 1er mai. Vous me permettez, hein? Il y a également la sortie de Manauda Malachi qui est revenu lui aussi sur des cas de résurgence et des pays qui sont en train de se préparer à fermer les frontières. Pendant que d'autres optent pour le confinement. Alors je veux comprendre, de quel pays s'agit-il tant pour moi? Je veux bien savoir. On ne peut pas tout vous dire. Comprenez comme ça. Comprenez simplement que il y a Corona est en train de refaire une autre phase. Vous voyez un peu. Donc il faut qu'on se protège entre nous. Comme on a déjà... envie de parler. Voilà. En fait, on lui a tapé sur les doigts. Très bien. On l'a tapé sur les doigts. Je veux savoir. On a tapé ses doigts et on lui a dit vous avez parlé trop vite. Est-ce qu'on se sert donc du corona? Je te fais parler terre à terre. Pour fuir. On se sert du corona pour faire peur à qui on sait. Non, tu sors là, ça va être compliqué pour toi parce que là, hein, vous avez vu, la presse annonce là qu'il y a une résurgence, que les pays veulent refermer. Je sais pas. Donc c'est ça. Non, vous tentez de sortir, vous êtes mort, c'est ça, la mort assurée. C'est ce qu'on peut analyser, hein, M. Kamga. Hein? Il y a 2 raisons. La première, c'est qu'il faut faire que les gens adhèrent aux tests PCR qui sont désormais payants, puisqu'on fait la référence beaucoup aux États où la maladie a ressurgi de façon plus forte. Il faut que ces gens adhèrent, les gens payent les 30 000 sans bouder. Ensuite, la deuxième raison, c'est que nous sommes quand même dans un pays où les gens sont très mal en point. La clameur sociale est très forte. Et vous savez que le 1er mai, la particularité, c'est que les gens, pendant le 1er mai, pendant la parade, il y a toujours un discours que les syndicats tiennent au boulevard du 20 mai devant le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Si vous ajoutez au malaise des enseignants, celui des greffiers, celui des médecins, celui des avocats, la coupe est presque pleine. Donc, il faut éviter à tout prix cette gifle sur la place publique. Ajoutez ça aussi les problèmes de santé que les gens peuvent avoir ça et là. Et donc, veulent éviter des choses spectaculaires en public. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup. Allez, on va poursuivre parce que la toile vraiment est en mouvement depuis hier aussi, Pamela Fromen. Et vous nous ramenez sur un sujet, pas le moindre, concernant la soude de coton. Et ça parle aussi au niveau de la soude de coton. C'est un document, vous l'avez lu comme bon nombre de Camerounais. Vous ne l'avez peut-être pas sous les yeux. D'accord, on va le retrouver pour vous rapidement. Donner un peu Kamgan. Vous aviez, vous aussi, comme bon nombre de Camerounais, entendu encore le SGPR adresser... on va dire une lettre, une correspondance au directeur général de la soude de coton pour qu'il puisse avoir un équilibre régional au sein de cette entreprise après un conseil d'administration qui a été fait en place, remettant au bout du jour de nouvelles personnes qui prendront de nouvelles fonctions là-bas. Alors on a envie de comprendre quelle est cette obsession pour le SGPR à mettre le doigt justement dans l'affaire soude de coton. Quelqu'un a dit à d'autres circonstances que bientôt le SGPR va nous dire comment est-ce qu'on doit gérer nos épouses. C'est un peu caricatural, mais ça renseigne sur le niveau de pouvoir et de zèle que certains de nos dirigeants peuvent avoir. Non, sur l'affaire sur les cotons, ma position est constante, c'est que, bon d'abord, la correspondance ne vous dit pas qu'il faut recruter des gens compétents, il dit qu'il faut respecter l'équilibre régional. Ma position sur l'équilibre régional, c'est que ça n'a pas de sens.
Si une entreprise a 80% de Bassa ou de, je sais quoi, et de Wondo, si c'est Kamwata et que les Camerounais ont de l'eau potable chaque jour, que l'eau soit de qualité et en quantité, les gens ne vont pas se plaindre. Si les résultats sont là, les gens ne vont pas se plaindre. C'est qu'au Cameroun, les gens disent non. Il faut que à Kamtel, il faut les Bassa, les Bamileke, les Iwondo, les Kirdi, pour qu'on sente que non. Non. Ces considérations-là sont dépassées. On avait introduit cette disposition dans notre loi pour rattraper certains déséquilibres, certaines disparités en termes de niveau scolaire, ainsi de suite. Mais ça, c'est dépassé. L'équilibre régional, d'ailleurs, dans sa mise en œuvre, est instrumentalisé par la classe dirigeante. Quel équilibre régional? Regardez les responsables des entreprises. D'aucuns y voient justement, on va dire, un pan d'une réelle manipulation autour de la question du tribalisme au Cameroun. On s'en sert comme élément, comme une arme pour brandir le tribalisme permanent. Une instrumentalisation, j'allais dire, indécente et méchante. Bon, vous savez, s'il faut faire la comptabilité pour voir qui est telle région, dans telle entreprise publique, ça saute à l'œil que le tribalisme est institutionnalisé. Encore que, et c'est ça c'est la nuance qu'il faut faire, parce que quand on parle de tribalisme, les gens vont penser que si on s'appelle Atangana, ça veut dire qu'on est forcément, c'est vrai qu'on peut être forcément recruté à Kamtel ou à la CRTV, mais va voir ceux qui sont recrutés. C'est pas l'enfant du paysan de Vangan dans le sud, comprend? Pas du tout. C'est le proche du DG de telle autre entreprise, c'est le petit-fils du PCA de telle autre, c'est le petit-fils du secrétaire général du Sénat. Donc, c'est une caste de personnes qui s'arrangent à positionner leur progéniture, fils, cousin, petit-fils, dans les entreprises, despotisme, dans les entreprises publiques. Le plus grand perdant, c'est qui? C'est le bas peuple camerounais. Voilà. Dans ce correspondant, bien sûr, du RGPA, ici, Charles Amel, il dit bien que la présidence de la République a été saisie de dénonciations mettant en cause la conduite par des organes dirigeants de la Sodecoton d'une politique de gestion et des ressources humaines qui serait dommageable à l'unité nationale, à la stabilité du climat social et à un retour durable à la performance au sein de cette entreprise. Il renchérit en disant qu'attendant que la lumière soit faite sur cette récrimination, vous voulez bien veiller à ce que les recrutements et la gestion du personnel à la Sodecoton respectent les exigences d'équilibre et de représentativité de toutes les composantes sociologiques de la nation. Alors, vraiment, lorsqu'on se retourne, on regarde les ministères du Cameroun. Est-ce que les ministres du Cameroun respectent l'équilibre régional? Première question. Monsieur Allons-y rapidement. Commencez par la présidente de la République. À la présidence. Du président, à tous ceux qui sont proches de lui, il y a équilibre régional. On voulait qu'on y Non, je n'ai pas besoin, j'ai dit du président, jusqu'à... Ceux qui sont connus, c'est-à-dire président, SGPR, DCC, tous ceux qui tournent là, intendant et tout, c'est respecté à ce niveau. Quand vous prenez monsieur Michel Ndiacho, quand vous prenez, c'est pas moi qui le dis, hein, vous prenez le dernier conseil d'administration des ADC, vous l'avez parcouru? Allez parcourir le dernier. Je crois que là, il devait véritablement faire preuve. Le dernier, là où le ADC avait les recrutements, allez voir les noms qui reviennent de façon répétitive et redondante. Allez voir, je vous invite à fouiller, c'est disponible sur Facebook, vous allez vous rendre compte, monsieur Ndiacho. Vous prenez les différents gouverneurs des régions. Est-ce que vous voyez un gouverneur qui sort du littoral? Vous voyez un gouverneur qui sort de, comment vous appelez cette zone-là, du nord? Il n'y en a pas, monsieur Ndiacho. Mais on a trois régions qui se sont arrogées le poste du gouverneur. Allez fouiller, c'est libre. Allez fouiller. Regardez même au niveau de la gestion des douanes. Allez aux douanes encore. Regardez tous ceux qui gèrent les douanes, monsieur Ndiacho. Tous ceux qui sont dans les différents postes. Allez aux impôts. Quand vous allez dans le secteur des impôts, allez suivre ce qui se passe. C'est pas moi qui le dis. Non, mais c'est des faits. C'est des faits. Oui, c'est pas moi qui le dis. Venez le dire aujourd'hui. Et le dire de cette manière. Lorsqu'on sait que plusieurs concours de l'ENAM nous ont fait comprendre un ensemble de choses. Plusieurs concours, monsieur Michel Ndiacho, des écoles dites grandes ont sorti au travers des listes les noms qu'on alignait, les successions de noms qu'on alignait appartenance à une seule région. Le dit aujourd'hui, dans les nominations
que ce soit dans les corps, les institutions d'État, M. Ngadjou, allez prendre même le tam-tam national, on a la communication, allez prendre le tam-tam national, les derniers recrutements, les dernières nominations au sein du tam-tam national, allez voir, vous allez vous rendre compte, M. Michel Ngadjou, que ce qu'on vient de nous servir là, sur les cotons, c'est tout, sauf véritablement la question. La sur les cotons n'intéresse pas, les salaires sont bas. Allez regarder ceux qui travaillent sur les cotons, vous allez vous rendre compte qu'on ne retrouve pas certaines personnes là-bas parce que ce n'est pas des postes où on mange l'argent. Faites le tour sur tous les axes routiers. Faites le tour sur tous les axes routiers du Cameroun. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont là, on manipule l'argent. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une caste bien précise de personnes qui sont là. Venir le dire, c'est un peu envoyer un boulet et se poser la question de savoir quelle est l'affaire qu'on veut passer dans l'affaire. Alors, mais peut-être en regardant, je le dis parce que depuis hier ça fait débat, des gens sont allés jusqu'à sortir les noms de tous les commissaires de police du Cameroun. Il faut le faire. Et ont montré que la plupart des commissaires de police du Cameroun appartiennent bien sûr à une région. Allez sortir les noms des commandants des brigades. Les ambassadeurs. Des ambassadeurs. C'est-à-dire qu'au final, on est réellement, même si on ne le dit pas de façon ouverte, dans une confiscation du pouvoir par une caste de personnes. C'est lui qui vient d'ouvrir le bal. Et là, le débat est ouvert avec Ferdinand Ngongo, va-t-on dire. On le cite, le LGPA, son document est là. Et moi, la nuance qu'il faut faire dans l'analyse, c'est qu'il ne faut pas manipuler les gens. Vous parlez des commissaires de police, des gouverneurs, ainsi de suite. Je me répète, si vous êtes de Mona Télé, dans la Léké, si vous appelez Somba, c'est pas sûr que vous êtes forcément destiné à être recruté ou entrer à l'ENAM ou être recruté à la SNH. Non. Si vous êtes de Mona Télé, il faut être le fils du DG2, le petit-fils du PCA2. Donc, cette comptabilité qu'on fait, les gens vont penser qu'il s'agit là d'opposer les communautés. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Donc, cette nuance est importante. C'est une reproduction entre les fils, dans la lignée de la bourgeoisie comprador qui est au pouvoir. Et le plus grand perdant, c'est la basse classe. Ce sont les classes laborieuses, ce sont les paysans, ce sont ceux qui n'ont rien, ce sont les déshérités. Donc, le plus grand débat aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous faisons pour prendre notre pays, pour prendre notre destin en main. Parce que ceux qui sont là ont montré depuis très longtemps qu'ils ne savent pas nous aider. Donald Brice, à l'observation, biographie aidant, toutes ces personnes qui sont là n'étaient les fils de rien. C'était les fils des non-nèmes. C'était des personnes dont les parents étaient inconnus dans ce pays. Ils ont eu tout, des bourses, des facilitations de déplacement. Ils ont eu tout par les voies des catéchistes, par voie de l'église catholique. Ils ont eu tout pour aller se battre, pour revenir développer le pays. Mais lorsqu'ils reviennent, au lieu de donner la même chance à ces fils de paysans, donner la même chance à ces enfants brillants, on ferme le réseau pour dire désormais que ce sera par casse, par cooptation, par héritage. Non mais arrêtons un peu ça. Arrêtons un peu ça. Ça ne peut pas se faire. Ce sont eux qui ont tout. Ils sont chefs supérieurs. Ils sont ministres depuis des années. D'autres ont établi leur royaume. Mais attendez, arrêtons un peu ça. Vous avez des enfants aujourd'hui qui sont nés il y a 30 ans. Beaucoup de personnes venaient d'entrer dans le gouvernement. Depuis 30 ans, ils ne tournent que comme ministre. On l'avait vu sur la ministre, on l'avait vu là, ministre, on l'avait vu. Vous pensez que cette personne, il arrive et il dit que je ne peux pas être seul. Les cousins de sa femme, ils chargent. Ses propres cousins, ils chargent. Ses fils, ils chargent. Les neveux, ils chargent. Les beaux-frères, ils chargent. Mais qu'est-ce qu'on fait des autres? C'est ça la question qu'il faut se poser au Cameroun. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne voit pas ce qui est en train de se passer. Voici une preuve où on nous dit qu'il faut reconstructurer, il faut repenser, restructurer, revoir un équilibre régional. Pourtant, les faits palpables sont là à tous les niveaux de vie. Parfois, vous êtes obligé de causer une certaine langue. La langue dominante, là-bas, vous êtes obligé. Je vais vous raconter quelque chose, monsieur Ngadjou. C'était dans les années 2001, 2002, 2003, où je me retrouvais à Yaoundé, où on avait un projet, on avait monté un projet sur, comment on appelle, une étude de faisabilité sur les musées régionaux. On nous a dit qu'il faut aller rencontrer tel ministre, tel ministre, tel ministre. Nous sommes rentrés, la personne qui m'a mis dans un ministre, dans le bureau d'un ministre qui nous avait accordé. Mais on est arrivé, le gars ne parlait pas en français.
il ne parlait pas en français. Un ministre de la République, tout son entourage, je dis tout son entourage ne causait pas français. Il causait, tu ne comprends pas, monsieur, mettez-vous dehors. Et ça se vit encore aujourd'hui. Ouais. Ça se vit encore aujourd'hui. Vous avez des services où vous arrivez, vous devez apprendre la langue. C'est la langue nationale. Qu'est-ce qu'on veut nous chanter aujourd'hui au Cameroun? On demande quoi? Mais le malheur, il faut le dire aujourd'hui, monsieur Michel Gatou, c'est que vous avez d'autres personnes qui se battent à dire non, il ne faut pas qu'on m'indexe. Non, il ne faut pas qu'on indexe ma structure. Je veux respecter le principe d'équilibre régional. Je dois respecter. Et parfois, certains contrôleurs, lorsqu'ils arrivent dans des entreprises, ils vous posent la question. C'est une question subtile. Et beaucoup d'entrepreneurs le savent. Les qui ici occupent certains postes. Vous êtes le directeur de tel, c'est monsieur tel. On note, vous, c'est qui? Oui. Vous, c'est qui? On note, vous, c'est qui? On note, ah, voilà. Quand même, ici, là, vous vous battez, on retrouve. Ce n'est pas que vos frères de l'Ouest. J'ai lâché le mot. Très bien, Charlemagne. Donc, je pense qu'on est d'accord sur ce qui est fondamental, c'est que c'est une reproduction de ceux qui sont là aujourd'hui au pouvoir. Absolument. Et cette reproduction-là reste dans une catégorie de personnes, c'est-à-dire leurs frères, leurs petits frères, ainsi de suite. Et la classe laborieuse, qui est la plus importante dans tout ça, s'en sort perdante. C'est le plus important. Merci infiniment à vous. Et bien peut-être la question finale, c'est de se demander, le peuple camerounais peut-il arracher sa liberté et redéfinir son avenir aujourd'hui? Inscription sur la liste électorale et les urnes. Est-ce que justement que la question des urnes qui fait toujours débat jusqu'à aujourd'hui, Charlemagne? L'éducation citoyenne d'abord. Oui, c'est très important. Voilà, l'éducation citoyenne. Inscription sur la liste électorale, les urnes. Voilà, mais non, quand on parle d'urnes. Et protéger votre vote. Quand on parle d'urnes, oh merci beaucoup. Et puis, on va sortir bientôt du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous avons un même destin, c'est-à-dire que les personnes qui sont les plus souffreteuses, qui n'ont pas d'eau, d'électricité, sont reparties dans toutes les 10 régions du Cameroun, sans exception. Merci à vous, merci à chacun. Et madame, messieurs, nous vous remercions véritablement pour ce moment passé en votre compagnie. Merci surtout à Dallas Tiana, qui est très souffrant, qui a été opéré au courant de la semaine, et à qui nous souhaitons prendre rétablissement. Il nous regarde de son lit d'hôpital ce matin. Et bien de choses, naturellement, à toute la réalisation. À lundi, 10h.